Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des analyses techniques du SP500, du Nasdaq et du CAC 40. C'est le week-end, donc petit détour du côté des données hebdomadaires. Également un super backtest qui donne 2 chances sur 3 d'avoir raison avec un ratio gain-risque de 2 pour 1, donc super backtest à pas louper. Et enfin, parce que vous aimez ça, le Commitment of Traders, ce sera à la fin pour voir ce que font les gros, les institutionnels, les professionnels. Et comme vous avez pu le constater, hein, c'est un rendez-vous qui est devenu véritablement important pour vous parce que vous m'en parlez beaucoup. On va commencer non pas par le CAC 40 que j'ai sous les yeux, mais par le SP500 qui fera l'objet du backtest. Et on va commencer également par les données hebdomadaires parce que c'est le week-end et regardez ça. Encore une séance plutôt positive. Alors vous allez dire en quoi? Parce que finalement, quand on regarde, on a abandonné un petit peu de terrain, on a perdu 0,5%, mais bon, c'est pas mal quand même, hein, puisque sévère. J'ai envie de dire sévère. Alors ça sévère sur l'épaisseur du trait, mais voilà, on a eu une attaque et on a corrigé l'attaque et on termine symboliquement au-dessus du niveau auquel on a ouvert lundi, même si on est en retrait par rapport à la bougie précédente. Alors c'est un doji ou un quasi-doji, il faut savoir que c'est un signe d'indécision et c'est normal parce que voilà, quand on regarde bien depuis les plus bas, on a quand même pris 18% en 5 bougies. Bon, normal que l'on hésite un petit peu, mais ça me semble assez positif et c'est justement l'occasion de regarder qu'on a bien préservé la structure ici des 56, 60, 51, 00, c'est positif. Et du coup, j'ai eu un signal que je veux backtester avec vous. Ça se passe au niveau du SAR. Alors le SAR, c'est le stop and reverse. C'est des petits points rouges comme ça et ils sont basculés par les cours lorsqu'ils sont touchés. Vous voyez là c'était vert, ça a été touché, c'est basculé rouge. Le SAR est baissier. Là ça a été touché cette semaine, c'est basculé vert. Les petits points rouges deviennent verts et ça devient haussier. Alors comme son nom l'indique, hein, le stop and reverse, il est utilisé à l'origine pour changer de direction, prendre ses profits et trader dans le sens inverse. Donc quand c'est cassé à la hausse, on achète, quand c'est cassé à la baisse, on vend et on spécule à la baisse. Puis après, on spécule à la hausse quand c'est cassé, en vendant, etc. Donc en fait, on est toujours en position. Mais je vous avoue franchement que si vous faites ça, vous risquez d'avoir des résultats assez médiocres. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce que je vais vous proposer qui peut éventuellement vous intéresser. Donc l'idée, c'est effectivement, lorsque le SAR il est cassé, on achète. Ok, et on va tenter de voir les chances que l'on a de faire R1 et R2. Alors R1 et R2, c'est-à-dire qu'on va viser une fois puis 2 fois la distance au stop de protection. Le stop de protection étant comme d'habitude positionné sous les plus bas du cycle baissier du SAR. Donc là, vous avez le cycle baissier du SAR. Le stop de protection sera positionné là à 14,57 et on va viser une fois et 2 fois la distance au stop de protection, donc plus 14,57 et plus 14,57 fois 2. Alors je vais commencer par un exemple qui a bien fonctionné, c'est quand même plus sympa. Regardez ici, c'est magnifique. Le signal était, donc on avait un SAR baissier, ça a été cassé ici, on achète au moment de la clôture hebdomadaire, on met le stop de protection en dessous, 5,15 et vous voyez derrière on a fait 17. Donc le premier pouce, ça veut dire qu'on a fait au moins une clôture en plus-value. À quoi ça sert? C'est par exemple si vous êtes déjà en position, vous savez qu'a priori il n'y a pas d'urgence à spéculer à sortir, on devrait clôturer au-dessus. Donc c'est mon cas par exemple, ça m'intéresse. La deuxième bougie, le deuxième pouce, ça veut dire qu'on a fait une fois, puis 2 fois la distance stop de protection. Là vous avez un rouge, un vert et 2 rouges. Pourquoi? Parce que le signal a été donné ici. Ok, donc on aurait acheté ici, on aurait mis le stop de protection à moins 9,28 et vous voyez au mieux on a fait 8,93, on a loupé l'objectif de plus 9,28 vers le haut, donc on a bien fait une clôture en positif, on a même fait plusieurs, mais par contre on n'a fait ni une fois ni 2 fois la distance stop de protection avant d'être déclenché ici. Je vous montre encore un exemple, là ça a été parfait, on rentre ici, on met le stop de protection là et on a fait 5-6 fois la distance au stop de protection et parfois ça donne rien du tout, comme là, on a acheté ici, on n'a même pas fait une clôture au-dessus en plus-value avant de venir chercher le stop de protection à 9,49 ici, donc vous avez 3 pouces rouges. Bon, vous avez compris, c'est classique et j'ai fait le test 32 fois, ce qui nous a amené jusqu'en, alors attendez, c'est là, voilà, jusqu'en 2012. Mine de rien, ça fait 13 ans, c'est intéressant.
Et voilà les conclusions. Peut-on envisager, suite au renversement du SAR ici, qui est devenu vert, que l'on fasse une clôture antérieur positif le vendredi soir, donc une plus-value en clôture? La réponse est oui, très largement. Ça a été le cas 30 fois sur 32, autrement dit 94% de taux de succès. Donc si vous êtes déjà en position haussière, clairement il n'y a pas d'urgence à vendre. Est-ce qu'on peut envisager de faire une fois la distance au stop de protection, donc 14,28 vers le 14,57 vers le haut? La réponse est oui, ça a fonctionné 22 fois, ça a échoué 10 fois, autrement dit un taux de succès de 69% avec un R1, c'est-à-dire si vous aviez risqué 100 euros par trade, vous aurez gagné 22 fois 100, 2200, vous aurez perdu 10 fois 100 000, 2200 moins 1000, ça fait 1200, 1200 ou 120 ou 12 000 ou 120 millions, ce que vous voulez. Peut-on envisager de viser 2 fois, et ça c'est génial, donc 14,57 fois 2, donc quasiment 30. La réponse est oui encore. Ça a fonctionné 20 fois, ça a échoué 12 fois, autrement dit 63% de taux de succès. C'est énorme, ok, pour du R2. Et ça, c'est l'avantage des marchés américains. Très souvent, ça répond bien à l'analyse technique et au setup. C'est normal. Enfin, c'est normal. Non, ça rien de normal. C'est bien, point. Et donc, à partir de là, vous l'aurez compris, si vous avez un biais haussier, eh bien, ça peut être une bonne idée. Alors, j'ai pas testé ça sur le Nasdaq, mais il faut savoir que sur le Nasdaq, le signe a été donné également. Pour l'instant, on s'en tient là. Et vous avez compris qu'on peut être relativement positif. Si je me mets sur les données journalières, juste pour voir ce qui s'est passé cette semaine, vous l'aurez compris, c'est pas passé grand chose vendredi. On n'a pas réussi à passer, j'enlève ça, on n'a pas réussi à passer les 57,90, 57,60. Il faut les passer parce que c'est la garantie de la cassure de la tendance baissière. Là, on a des pics descendants et des creux descendants. Tendance baissière, on a réussi à passer l'oblique Trump ici, mais comme vous pouvez le voir avec l'Ishimoku, on n'a pas réussi, la lagging span n'est pas passée au-dessus, donc on n'a pas confirmé. Et là, attention, l'autre élément intéressant, c'est il faut clôturer au-dessus de ça. Éventuellement, on pourra acheter si on a un throwback, et pour aller plus haut. Mais là, n'oubliez pas qu'on a fait le twist du nuage, et ça, c'est une stratégie que j'aime bien, viser R2. Donc, vous achetez quand le twist a été donné sur cette bougie-là. L'objectif, c'est d'aller chercher la distance parcourue entre les plus bas et le twist, reporter par-delà le twist. Ok, ça voudrait dire qu'on a encore de la marge à la hausse. Ah, j'ai oublié quelque chose. Donc, si vous êtes baissier, pardon, je vais faire les choses dans l'ordre. Si vous êtes baissier, vous pouvez toujours parier sur le fait qu'on n'arrivera pas à passer. N'oubliez pas qu'on a le fameux dicton sell in May and go away. C'est-à-dire peut-être qu'on va échouer ici et qu'on va avoir un mauvais mois de mai. C'est pas possible. Ça remettrait pas en cause le twist tant qu'on clôture, tant qu'on passe pas en dessous de ce niveau. Donc on peut très bien baisser et puis après aller chercher l'objectif. Ça serait même assez classique. Donc stop de protection au-dessus et puis parier à la baisse. Alors j'ai oublié de vous dire, regarde l'histoire du twist parce qu'on m'a posé la question, on m'a dit ça fonctionne à la baisse, ça fonctionne sur toutes les unités de temps. Toujours pareil, il faut backtester. Mais regardez, c'est magique. Sur le SP500 par exemple, on a eu le twist baissier qui a eu lieu ici. Et justement, si on fait les choses très précisément, et on prend le plus haut, donc c'est un twist baissier, donc prenez la distance entre les plus hauts et le twist et vous reportez ça vers le bas et regardez, on est allé chercher très précisément le résultat. C'est magnifique. C'est pour ça que j'adorais cette stratégie quand j'ai commencé l'Ishimoku, ça fait plus d'une dizaine d'années, mais en tout cas, ça c'est pas mal. Je passe au Nasdaq et j'ai sous les yeux le même phénomène. Donc on va regardez, le twist baissier a eu lieu ici. Donc ça veut dire que si on prend la distance au plus haut et que on utilise ça pour fixer un objectif de baisse, regardez, pouf, touché au point près, c'est magnifique. Ok, ça me fait surtout dire que peut-être que puisque l'objectif est baissé, on n'ira pas plus bas. C'est un élément à prendre en considération. J'enlève l'Ishimoku. Non, j'enlève pas l'Ishimoku. Je vais sur les données journalières. Et là, contrairement au SP500, comme vous le savez, on a réussi à transformer l'essai. Si vous me passez cette analogie rugbystique, on a eu les cours ont passé l'oblique. Et la lagging span a passé l'oblique aussi, donc on a confirmation. Avec l'objectif également de prendre la distance au twist, reporter par-delà, ça donne un premier objectif qui est là. Après, bien sûr, il faut quand même passer cette zone des 20, 270, 20, 180 qui est la garante de la tendance baissière, des pics descendants et des creux descendants. Ok, donc si vous êtes haussier, vous pouvez par exemple utiliser l'histoire du SAR, ok, puisqu'on a le signal SAR également sur le Nasdaq.
Et si vous êtes baissier, vous pouvez parier sur le fait qu'on va pas réussir à passer ça, parce qu'on a quand même des obstacles, hein. On a cette résistance, on a la SSB, on a le nuage à passer. Bon, on peut très bien baisser avant de repartir vers le haut, auquel cas vous pouvez spéculer à la baisse, mettre un stop de protection assez large comme ça et parier sur la baisse, c'est possible. Ok? On va maintenant passer au CAC 40 et le CAC 40 est dans une situation également assez favorable. On a ouvert encore un gap ici. Ce qui m'embête un petit peu la présence de tous ces gaps, c'est que bon, qu'on comble pas un gap parce qu'on a une poussée forte. Bon, on a vu que c'était l'Ishimoku, on n'a pas besoin. On peut envisager effectivement qu'on comble pas tous les gaps, hein. C'est assez courant qu'on comble pas tous les gaps comme ça, mais là ça fait quand même beaucoup de gaps et ça me fait penser à une période de trading range. Quand vous avez plein de gaps communs, généralement il y a une période de trading range et pour moi c'est compatible avec l'idée qu'on aille en combler quelques-uns. Et ça serait justement compatible avec l'idée d'un mauvais mois de mai. Je sais pas, c'est qu'un scénario, on peut pas savoir ce qui va se passer. Mais en tout cas, si vous êtes baissier, vous avez la possibilité de spéculer à la baisse sur les niveaux actuels puisque vous êtes quelque part protégé par la zone ici de résistance, stop de protection au-dessus, vous pariez sur la baisse, c'est possible. Si vous avez un biais qui est plutôt haussier, à partir de là, on peut totalement envisager hein, de consolider un petit peu avant de repartir vers le haut, surtout, je le répète, quand c'est une résistance. Si vous êtes haussier, moi je pense que le meilleur pari à faire, c'est de considérer qu'on a fait les plus bas, ok, avoir un trade de moyen long terme, parier sur le fait qu'à terme ça va exploser à la hausse, surtout si les indices américains montent, stop de protection large. Si vous voulez un stop de protection plus serré, vous pouvez le mettre en dessous. Quant à moi, vous le savez, hein, j'ai pas réexpliqué parce que je l'ai beaucoup expliqué en son temps. Moi, je suis en position déjà. Hein. On me demande si je suis sorti. Oui, je suis sorti partiellement ici. J'ai pris TP1, j'ai expliqué. J'ai acheté ici pour les raisons que j'ai déjà évoquées. J'ai pris TP1 ici pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Et je laisse courir. Hein. Ok, mon stop de protection pour l'instant, il est remonté sur le niveau d'achat à break-even, comme on dit. C'est quasiment le même que le précédent. J'avais acheté ici, j'avais pris TP1 ici, TP2 là, TP3. Enfin, moi, je vais pas revenir dessus, on a déjà parlé beaucoup. Donc, ça, c'est pour le CAC 40. Pour le CAC 40 en données hebdomadaires, regardez, c'est pareil, hein, c'est pas mal. On a réussi tout simplement à préserver la zone de support. Ici, on est toujours avec un régime de... Regardez ce qui est gris. Hein, vous voyez, on a des pics qui sont ascendants et des creux qui sont ascendants. Bon, la tendance est haussière. Aller chercher à terme cette zone de résistance hebdomadaire semble quand même assez envisageable. Ok, donc tout se passe bien. Donc vous avez compris, je suis relativement confiant pour le moyen terme, tout en intégrant le fait que à court terme, on risque d'avoir un mois de mai un petit peu difficile, mais ça serait, au regard de ce qu'on vient de dire, surtout une occasion de rentrer pour viser un objectif sur la donnée hebdomadaire. Ce qui m'amène à ce que font les institutionnels et donc ce qui nous amène au Commitment of Traders. Alors avant de débuter, je vous rappelle qu'il ne s'agit absolument pas d'un outil de timing parce que les résultats du Commitment of Traders sont publiés le vendredi sur des chiffres délivrés par les institutionnels le mardi et correspondant à l'activité qu'il y a eu sur les 6 jours précédents. Autrement dit, c'est extrêmement décalé. Les chiffres qu'on va voir correspondent à l'activité qu'il y a eu entre le 30 avril et le 6 mai. Nous sommes le 11. Ok. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant quand même? Tout simplement parce que les institutionnels ne sont pas comme nous quand ils rentrent. Ils le font sur des semaines, voire des mois. C'est-à-dire qu'il est très plausible que ce qu'ils ont fait eh bien entre le 30 avril et le 6 mai soit dans la continuité de ce qu'ils ont fait une semaine avant et que cela présage de ce qui va se passer encore pendant la semaine où ils n'ont pas été surveillés. Ok, donc c'est une grave erreur que de vouloir agir au regard uniquement des chiffres que je vais vous donner. Ok, c'est simplement un sentiment que je vais avec vous partager. Alors voilà le document, le fameux document qui correspond à l'activité du CFTC. Donc là, vous avez le SP500. Je vous ai déjà expliqué comment aller le chercher. Ça, je vais pas le faire à chaque fois parce que c'est trop long. Donc c'est sur le site du CFTC. Je le répète une dernière fois. Là, c'est l'activité qui nous intéresse, à savoir l'activité des gérants de fonds et l'activité des hedge funds. Ok. Donc, considérant la période que j'ai mentionnée, les fonds de pension ont vendu
10 000 contrats longs. Ils en avaient, ils en avaient 1 million 102 à la fin. Ils en avaient 10 000 au début, 10 102 moins 10 000, donc ils en avaient à peu près 1 million 90 000. Pardon, j'ai dit bêtises, ils ont vendu. Donc ils avaient 10 000 contrats de plus en début de semaine qu'en fin de semaine. Donc ils sont légèrement allégés en long, mais légèrement, ça veut dire 1%. C'est vraiment rien. Par rapport aux shorts, ils ont fait exactement pareil. Ils avaient 283 000 contrats. Et ils ont décidé d'acheter 3328 contrats short. Mais ça correspond également à uniquement 1%. Hein. Donc ça veut dire globalement qu'il y a très légèrement moins de longs et très légèrement plus de short. Donc ils sont très légèrement plus exposés à la baisse qu'à la hausse. Mais encore une fois, on parle sur des petits chiffres, on parle de 1%. Mais ça donne un sentiment. Ils sont absolument pas rassurés, ils sont plutôt prudents. Les hedge funds ont agi d'une manière un peu différente. Tout d'abord, ils ont augmenté les positions longues de 6700 contrats. Ça correspond à peu près 4% de ce qu'ils avaient en position longue. Et à côté de ça, ils ont augmenté également les shorts, plus 16 000. Mais en pourcentage, c'est pareil, ça fait à peu près 4%. Donc si on fait le bilan de ce qu'ont fait les hedge funds, ils sont un petit peu plus exposés à la hausse et un petit peu plus exposés à la baisse. Donc vous allez dire que ça revient même. Alors ça revient au même, oui et non, parce que là ça traduit l'attitude qui consiste à être prudent. Ils ont décidé de prendre des mesures de prudence pour le mois de mai visiblement. Alors qu'est-ce que vous pouvez en faire? Vous pouvez déjà en faire que sachez que si on monte, c'est pas à cause des institutionnels. Si on est monté cette semaine, par exemple, c'est essentiellement à cause des petits porteurs notamment, ou à cause de ce qui se passe sur les ETF, etc. Mais vous n'avez pas derrière vous le soutien des institutionnels dans ce qui s'est passé cette semaine, pas au regard de ce qu'on voit là. Maintenant, à prendre avec des pincettes, puisque comme je l'ai dit, l'étude de ces positions s'arrête au 6. Donc si il s'est passé des choses significatives au niveau de leur comportement en toute fin de semaine, ça se voit pas. Mais je le répète une dernière fois, les institutionnels rentrent sur plusieurs semaines, ils rentrent sur plusieurs mois, et normalement, ce que j'ai dit est encore valable sur la fin de semaine, à savoir absolument aucune conviction haussière de la part des institutionnels. Hein. C'est de l'attentisme. Et on assiste beaucoup à des prises de profit qui ont été faites sur les semaines dernières. On se met en position neutre. Hein. On va regarder maintenant ce qui se passe au niveau du Nasdaq, qui est très intéressant parce qu'on voit la divergence des comportements entre les gérants de fonds et les hedge funds. Donc je vous rappelle, les gérants de fonds, quand ils interviennent, c'est généralement pour le long terme. Les hedge funds, quand ils interviennent, c'est plutôt pour des gains rapides et des positionnements beaucoup plus courts. Alors long terme, court terme, ça veut pas dire grand-chose, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les hedge funds ont un horizon de travail beaucoup plus court que les gérants de fonds. Hein. Et regardez ce qu'a fait le Nasdaq. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on fait. Donc là, c'est les fonds de pension, les gérants de fonds. Les gérants de fonds, donc pour des positionnements de long terme, ont réduit légèrement les positions longues, mais ils ont réduit également les positions short. Ok, donc un effet à la baisse ici, un effet à la hausse ici. Bon, pas de conviction. Ce qui est certain, c'est que il croit, on va dire, ça a baissé de 2% pour les positions longues et ça a augmenté de 4% pour les positions short. Hein. Ça veut dire également qu'ils n'ont pas véritablement de conviction haussière, mais comme ils ont beaucoup réduit les positions short, on va dire qu'ils ont encore plus
la conviction selon laquelle un crash est improbable. Ok, donc pas de vraie conviction haussière, mais une plus forte conviction que le pire est sans doute derrière nous. Ça, c'est pour les gérants de fonds. Et par contre, là, pour le Nasdaq, c'est vraiment très intéressant parce qu'ils ont fait monter significativement les positions longues. Donc, un effet haussier sur ça. Près de 15% en plus de positions longues. Et ils ont fait exploser de 25% les positions short avec un effet donc baissier. Ce qui veut dire que, eh bien, eux, à plus court terme, se préparent clairement à une attaque baissière sur le Nasdaq. C'est leur pari avec une augmentation de plus de 20% des positions short. Alors, il faut savoir qu'ils ont été longs. Hein. Si vous regardez les dernières années, ils ont été longs. Et là, ils sont globalement en train de prendre des paris qui sont baissiers, avec toujours, je le répète, l'idée que ça ne tient pas compte des données depuis le 6 mai. Hein. Alors peut-être que ça a changé, mais en tout cas jusqu'au 6 mai, et on sait qu'ils se positionnent généralement sur plusieurs semaines, plusieurs mois, je le répète, pour les nouveaux. Il y a quand même une forte conviction baissière pour le Nasdaq. Ok, donc voilà, le tout c'est vous ayez, ça se contredit, oui, ça se contredit, mais ça se contredit pas nécessairement sur l'horizon temporel. Je vous rappelle que les hedge funds sont plus court terme que les gérants de fonds. Voilà, j'espère que vous arriverez à faire votre tambouille avec tout ça. C'est pas facile. Quand je parle de ça, je sais que vous apporte des éléments de réponse, mais ça apporte aussi des questionnements. À vous de voir ce que vous tirez. Vous avez tout à fait le droit d'avoir des conclusions différentes des miennes. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent, l'or qui consolide, ça peut être un merveilleux point d'entrée. Demain, n'oubliez pas de regarder la vidéo sur les cryptos, ça décolle très 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 fort. Peut-être qu'on a droit enfin à un nouveau cycle haussier. Et quand on parle de cycle haussier pour les cryptos, c'est des dizaines voire des centaines de pourcents. Vous voulez peut-être vous positionner et vous voulez peut-être également ouvrir maintenant un compte avec mon partenaire Cryptcool, c'est français Cryptcool, hein, donc c'est quand même une énorme sécurité. Vous avez un lien en dessous de la vidéo, mais en tout cas surtout regardez la vidéo de demain pour les cryptos qui encore une fois se réveillent de manière très brutale et pensez hein, encore une fois à travailler avec un partenaire français si vous êtes intéressé. Hein. Excellente journée, à demain pour la mise à jour.